Nous allons donc commencer notre première table ronde aujourd'hui, après cette introduction, et nous allons plus particulièrement nous plonger dans l'écosystème oralpin, qui, vous allez le voir, a participé très concrètement à cette année de crise et a pu en tirer les premiers enseignements. En mettant très fortement en tension le milieu hospitalier ainsi que les chaînes de production et logistique françaises, la Covid-19 a provoqué un changement majeur de paradigme, laissant apparaître un certain nombre de défis à relever pour l'industrie de santé. À ce titre, et durant toute cette année de crise, l'écosystème lyonnais et plus largement régional a été une place forte de l'innovation et de la recherche en santé avec un rayonnement national. Avec ses quelques 100 000 emplois dans le secteur de la santé, la ville de Lyon s'imposait comme une place de choix pour dresser ce constat, puisqu'elle fait partie des 10 plus grands marchés des biotechnologies et de la santé en Europe. En s'appuyant sur un écosystème allant de la formation universitaire d'excellence, avec près de 35 établissements d'enseignement supérieur, mais aussi à son tissu hospitalier intégrant 14 établissements et plus de 22 000 professionnels de santé, ou encore à la présence de grands laboratoires pharmaceutiques, nous les avons déjà cités, ainsi qu'à la présence de biotech et de medtech, pôles de compétitivité spécialisés. Nous voilà dans un écosystème rayonnant et il est très intéressant donc de commencer par un point finalement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes sur tous les fronts. Alors pour évoquer ces questions, j'accueille à mes côtés aujourd'hui Florence Agostino-Etcheto. Vous êtes directrice générale du pôle de compétitivité spécialisé dans les activités pharmaceutiques Lyon Biopôle. Vincent Templard, excusez-moi. Vous êtes président de Medicalps, le cluster de la filière des technologies de la santé du sillon alpin, et vous êtes également PDG d'Evéon. Et Monsieur Raymond Lemoigne, vous êtes directeur général des HCL, les Hospices Civils de Lyon. Alors ma première question est pour vous, Florence Agostino-Etcheto. Voilà, je vous laisse prendre le micro. Votre pôle de compétitivité réunit justement l'ensemble des acteurs de la filière innovation en santé, en mêlant à la fois grands groupes et biotech. Comment l'écosystème Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, a participé à cette première année de crise sanitaire? Et je crois que c'est une 50aine de projets qui ont ainsi pu être financés à travers différents guichets. Oui, alors effectivement, merci Hélène d'avoir rappelé en préambule le dynamisme de cette région dans laquelle Lyon Biopôle travaille au service évidemment de l'ensemble des acteurs de l'innovation en santé. Je me permets juste de compléter le petit panorama que vous avez fait, puisqu'au sein du pôle de compétitivité, on va trouver effectivement des grands groupes qui sont très importants dans la chaîne de valeur, des petites entreprises, biotech, medtech, digital health tech, ce qui est aussi une brique de plus en plus importante, et puis tout le réseau académique et hospitalier qui est très partie prenante de Lyon Biopôle. Et c'est à ce titre que l'ensemble de ces acteurs se sont mobilisés dès le début de la pandémie. Je dirais même un peu avant, si vous m'y autorisez, parce qu'il se trouve que quelques semaines avant que la pandémie alors elle était déjà déclarée, mais en tout cas qu'elle soit visible sur le territoire européen et national, Lyon Biopôle, en lien avec de nombreux autres partenaires, avait lancé une initiative qui s'appelle le Hub VPH. Effectivement. Voilà, pour Veterinary Public Health, initiative que vous connaissez bien, et qui avait déjà largement anticipé depuis plusieurs années l'importance de travailler conjointement sur la question de ce One Health que vous avez aussi cité tout à l'heure. Donc concrètement, effectivement, Lyon Biopôle a accompagné les acteurs au début de la pandémie, alors à la fois sur des aspects extrêmement opérationnels, puisque nous avons relayé dans un premier temps les besoins des établissements de santé en termes de pays, de matériel de protection pour les soignants, puisqu'il y avait une pénurie qui était assez manifeste. Donc il y a eu une très belle solidarité au niveau régional. Beaucoup d'entreprises, beaucoup de laboratoires de recherche se sont dessaisis de leur matériel de protection, gants, masques, blouses, pour les transférer dans les établissements de soins. Et puis sur un aspect beaucoup plus classique, je dirais, de l'action du pôle, nous avons effectivement accompagné l'émergence de très nombreux projets. Alors il n'y en a pas eu 50, nous avons accompagné un peu plus d'une centaine de projets collaboratifs pendant l'année dernière, ce qui est 50 de plus que
l'année d'avant. Donc on a eu une progression extrêmement importante, donc une mobilisation surtout des acteurs et un dynamisme à nouveau qui était tout à fait remarquable. Et une partie importante de ces projets traités du SRAS-CoV-2, de la Covid, avec des projets qui se déroulent encore actuellement. On en a 8 qui sont financés et qui traitent de sujets de fond. Je pense que c'est peut-être aussi un élément qu'il faut souligner. Il y a des actions ponctuelles qui ont été mises en œuvre, voilà, pour essayer de contribuer modestement à l'effort collectif. Mais on a accompagné beaucoup de très gros projets de fond sur la compréhension des mécanismes du virus, sur l'émergence d'un certain nombre de nouvelles solutions technologiques. Et ce sont des projets qui sont toujours en cours. Est-ce que vous avez quelques exemples justement de ces projets à nous citer ? Oui, alors il y a eu des projets, par exemple, on a accompagné l'émergence d'un projet sur un modèle animal qui permette de comprendre finalement le développement du SRAS-CoV-2 et d'avoir des éléments physiopathologiques beaucoup plus proches de ce qui se passe chez l'homme. On a accompagné l'émergence d'un projet comme celui d'Osivax qui a fait un peu la une ces derniers temps, qui est un projet de plateforme vaccinale polyvalente sur les coronas, qui a encore plus de sens dans cette période de surexpression de variants, évidemment. On a accompagné des projets de captation des métabolites dans l'air pour comprendre ce qui se passait. Plus récemment, des projets de tests de systèmes de traitement d'air par le laboratoire Virpat et la société Virels. Il y a eu énormément de propositions, d'initiatives et une très belle réactivité de nos membres sur le sujet Covid. Alors, mais pas seulement. Voilà. Pas seulement. Voilà, parce qu'on est un pôle santé. Oui. Et dans nos préoccupations, il y a aussi le fait qu'au-delà de la Covid, beaucoup d'autres sujets de santé publique demeurent avec des enjeux en termes d'innovation qui sont extrêmement forts. Et pour nous, tout l'équilibre était de réussir évidemment à répondre à l'urgence et de structurer un certain nombre d'activités autour de cette problématique, mais de continuer à accompagner l'ensemble de l'écosystème innovant en santé qui traite de nombreux autres sujets. Très bien, merci Florence. Alors je me tourne maintenant vers Vincent Templard. Vous représentez donc l'écosystème des dispositifs médicaux, un secteur qui est très complémentaire aux grands industriels de la pharma, et notamment sur le point de vue des tests, plus largement de la prise en charge des maladies chroniques, et voire demain de la gestion des vaccins. Comment les industriels de cette santé, de cette filière des dispositifs médicaux ont vécu et contribué à leur échelle à cette année particulière ? Merci. C'est effectivement une année particulière. L'ensemble des entreprises des technologies médicales, bien évidemment, et Florence Agostino le rappelait, comme toute entreprise du secteur de santé, se sont fortement mobilisées, je dirais, avant même le premier confinement, pour répondre à des besoins, effectivement, qui pouvaient se faire jour, que ce soit dans les centres hospitaliers, que ce soit aussi en matière de détection. Il y a eu un certain nombre de projets, d'ailleurs, qui ont été lancés, par exemple de respirateurs pour promouvoir, développer des respirateurs à bas coût. Je pense à une initiative du CEA qui a été mise en œuvre au mois d'avril 2020, qui a été reprise par SEB, très belle entreprise de la région. Donc il y a eu une très très forte mobilisation et avec un certain nombre d'entreprises, bien évidemment, dans le domaine des technologies médicales, qui ont essayé de mettre au point des dispositifs qui allaient répondre aux besoins liés à la lutte contre cette pandémie, que ce soit au travers de tests, de diagnostics, mais que ce soit aussi au travers de tout autre type de matériel, allant à des visières, à des surblouses. Et là, on a vu aussi une mobilisation au-delà même du secteur des technologies médicales, puisque je rappelle quand même que beaucoup d'entreprises, y compris dans le domaine du textile, etc., se sont mobilisées pour essayer d'apporter, ne serait-ce que par exemple les fameux masques réutilisables au printemps dernier. Donc une très forte mobilisation, un grand nombre de projets collaboratifs entre les centres hospitaliers, les industriels privés et la recherche publique, et puis aussi une évolution très contrastée. Nous en parlions avec Florence Agostino, la directrice générale de Lyon Biopôle, juste avant cette conférence, mais il ne faut pas oublier, ce n'est pas parce qu'on est dans le domaine des technologies médicales, de la santé, que toutes les entreprises ont bénéficié
j'allais dire en termes d'activité, d'un fort développement, bien au contraire. On sait qu'à côté de la lutte contre cette pandémie, il y a eu des déprogrammations d'hospitalisation, des déprogrammations d'opérations, et qu'il y a des pans entiers, en définitive, qui ont été à l'arrêt, y compris en termes de développement de médicaments. On l'a vu au travers, au moment du premier confinement, d'arrêt d'essais cliniques. Donc il y a en définitive une évolution qui est très contrastée, avec des secteurs et des sous-segments, j'allais dire des segments dans le domaine des technologies médicales, comme les tests ou les dispositifs d'injection, bien évidemment, qui sont extrêmement sollicités pour répondre à la crise actuelle. Et puis, il y a d'autres domaines, que ce soit dans le diagnostic de cancer, que ce soit quand on voit les opérations de greffe, la baisse, les opérations, les poses de stent, etc., où bien évidemment, les secteurs ont subi le contre-coup des mesures prises pour lutter contre la pandémie. Et alors, est-ce que Medicalps a justement eu un rôle à jouer, que ce soit pour les uns ou pour les autres, pour essayer de limiter cette disparité ? On a essayé de jouer. Alors, Medicalps, c'est une association de l'arc alpin basée à Grenoble. C'est une association qui a des moyens relativement limités, puisque c'est une association aujourd'hui de 5 personnes. On n'a pas les moyens d'un pôle de compétitivité, mais on a effectivement essayé de répondre aux sollicitations qu'on avait, notamment des centres hospitaliers, pour mobiliser l'ensemble de nos adhérents, avec le soutien bien évidemment aussi, j'allais dire, des collectivités locales, de la région, pour les appels à projets et mettre en relation entre organismes de recherche publics et entreprises privées pour répondre à ces besoins-là. Avant de vous passer la parole, Monsieur Lemoigne, Florence, est-ce que vous avez été aussi témoin justement de cette disparité qu'il y a pu y avoir en fonction du terrain de jeu de chaque société, de chaque entreprise ? Oui, effectivement, Vincent Templard l'évoquait à l'instant. Je pense que Monsieur Lemoigne le confirmera. Cette pandémie, au plan hospitalier, elle a eu pour première conséquence de mettre à l'arrêt un certain nombre de services, ou en tout cas de transformer l'activité de ces services pour être tournée complètement vers la prise en charge des patients atteints de la Covid. Donc le corollaire, c'est que partout dans le monde, et je pense que c'est aussi cet élément-là qui a été extrêmement prégnant, partout dans le monde, les autres activités de prise en charge non urgentes immédiatement ont été arrêtées, avec un impact sur les études cliniques, sur les essais cliniques qui a été très manifeste. Donc nous avons eu effectivement beaucoup d'adhérents qui ont vu leurs essais cliniques s'arrêter brutalement. Pour des petites entreprises qui sont en cours de développement, avoir un essai clinique, c'est déjà être dans une phase extrêmement avancée de développement avec un niveau de risque qui est très fort, donc avec en parallèle ou en miroir, si je puis dire, des conséquences tout aussi fortes que lorsque ces essais cliniques s'arrêtent de façon inopinée. Alors, un certain nombre d'investisseurs ont joué le jeu. Les investisseurs privés, certains ont accepté de continuer à financer les entreprises pour attendre. Mais c'est vrai qu'il y a eu des situations assez compliquées. Et en outre, sur des aspects plus de vente, donc là, effectivement, plus les gens peut-être du dispositif médical, on a aussi quelques entreprises qui ont connu des décélérations d'activité extrêmement importantes. Alors à nos côtés également, donc, nous avons Raymond Lemoigne. Vous êtes à la tête d'un organisme qui fait toujours actuellement partie des têtes de pont de la gestion de la crise sanitaire, de l'épidémie, les HCL, les Hospices Civils Lyonnais. Peut-on rappeler comment les HCL ont collaboré justement avec l'écosystème de la santé locale pour contrer cette épidémie ? Bonjour à tous. Je vais juste rappeler quelques éléments en introduction, rassurez-vous, très court, mais parce que des fois, c'est des chiffres qu'on n'a pas tellement en tête. La crise n'est pas terminée, et donc c'est quand même très délicat toujours de tirer des premiers enseignements, alors qu'on sait que cette crise n'est pas terminée et qu'elle est entre nous très loin d'être terminée. Le deuxième point, cette crise, elle est brutale, elle est très lourde, et nous savons que le coût social, le coût économique, le coût sanitaire sera immense pour notre société, notre pays, notre région. La région Auvergne-Rhône-Alpes a été là, lors de la deuxième vague, c'est-à-dire celle d'octobre et de novembre, la région la plus exposée à la circulation du virus. C'est-à-dire que si on prend par exemple le nombre d'hospitalisations de patients en Île-de-France et au Grand Est, pendant la première vague, c'était entre 9 et 10 personnes sur 10 000 qui étaient hospitalisées.
contre 4 à 5 en Auvergne-Rhône-Alpes. Exactement l'inverse, l'opposé lors de la deuxième vague. On s'est retrouvé en Auvergne-Rhône-Alpes entre 9 à 10 personnes hospitalisées sur 10 000 habitants versus 5 personnes hospitalisées en Île-de-France et dans le Grand Est. Autrement dit, la région Auvergne-Rhône-Alpes, je vais répondre à votre question sur l'écosystème, a été l'une des régions les plus exposées à la circulation du virus et donc à la pression sur le système de santé et donc sur le système industriel et le système économique et académique de notre pays. Deuxième point, puisqu'on est dans le musée des Confluences qui nous accueille aujourd'hui, on voudrait rappeler qu'il y a un retour d'histoire assez intéressant à analyser. Je dirais que Lyon, c'est la ville des deux confluences et donc une ville de brassage qui a conduit le système académique, le système industriel lyonnais à être relativement pionnier sur le champ de la médecine infectieuse et de la vaccination. Et donc c'est très intéressant de voir comment l'histoire à Lyon a une continuité entre les grands épisodes de la lutte contre la sepsie et ce que nous sommes en train de vivre, et évidemment avec les industriels qui font de Lyon l'une des puissances industrielles les plus fortes. Alors pour répondre maintenant à votre question, l'écosystème, à la limite, on pourrait catégoriser, il y a 4 grandes façons de voir ce qui s'est passé. C'est très pragmatique. Premier point, c'est l'hôpital a dû gérer une situation incroyable où il a dû doubler son potentiel de lits de réanimation. Autrement dit, passer de 139 lits de réanimation à plus de 275 lits de réanimation, c'est énorme. Et évidemment, gérer un afflux massif de patients. Et la question qui est posée, c'est comment l'hôpital a-t-il pu faire face à des logiques de continuité d'approvisionnement en médicaments, en produits de santé, en dispositifs médicaux, en équipement biomédical. Cela a été compliqué, mais en fait, on connaissait nos partenaires industriels. Dit autrement, le fait d'avoir des partenaires industriels avec lesquels on pouvait adresser une question a permis de répondre et au système de santé d'être présent par rapport à cette montée en puissance. Le deuxième cas de figure, c'était les équipements de protection, qui sont souvent rappelés parce que nos concitoyens ayant été confrontés, les professionnels de santé évidemment encore plus sévèrement. Là, la difficulté était que nous ne connaissions pas forcément les fournisseurs, puisque par construction, ces fournisseurs-là étaient souvent très extérieurs à la France, au-delà de la question de la localisation des usines de production. Et donc là, il a fallu faire face à quelque chose de totalement nouveau et effectivement des phénomènes assez positif avec des stratégies de reconversion temporaire d'usines de production qui nous ont mis à disposition des tabliers de protection ou qui ont participé avec nous à la recherche pour acheter à l'international un certain nombre d'équipements de protection individuelle. Le troisième catégorie, c'est ce que Florence rapportait à l'instant, c'est-à-dire comment on se prépare l'avenir, c'est-à-dire comment on améliore les stratégies diagnostiques, les stratégies de dépistage, les stratégies de prise en charge, donc comment le système d'amélioration des connaissances, de partenariat industriel se développe pour que le système de santé réagisse à une nouvelle donne épidémiologique et une nouvelle catégorie de patients. Et le quatrième écosystème, c'est comment évidemment les collectivités locales réagissent. Et on a vu tout à l'heure avec le Conseil régional combien le Conseil régional, lui, a voulu assumer, a été présent dans les stratégies d'approvisionnement sur des équipements de protection, était présent sur les stratégies de tests, de dépistage, et comment les collectivités locales, la ville de Lyon, la métropole, sont présents dans les stratégies de vaccination. Et vous avez là ces 4 grands registres de relations entre les hospices civils de Lyon et notre écosystème industriel et économique. Mais alors là, vous posez aussi des questions. Comment justement on se prépare, comment le système de santé régional va se mobiliser d'une façon différente ou pas à l'avenir? Est-ce que ça a créé de nouveaux ponts, de nouvelles collaborations? Tout à l'heure, Yannick Noder l'a rappelé, la santé, c'est un espace, les industriels du champ de la santé le savent, Lyon Biopal le sait, c'est une thématique qui est éminemment créatrice de valeur. La pandémie va réinterroger toute une série de questions sur le rapport à la santé, sur le rapport à la prévention,
sur comment on redécouvre un risque que l'on croyait derrière nous, c'est-à-dire que le risque infectieux, c'est-à-dire que le système de santé s'était plutôt concentré sur la gestion de la traumatologie ou de la maladie chronique. Et là, on lui dit, vous devez redécouvrir comment on gère le risque infectieux et les nouveaux risques émergents. Alors qu'est-ce qu'on doit travailler? Je veux dire que tout à l'heure, le représentant de Sanofi a dit des choses très justes. Il a dit la relation avec l'hôpital, du point de vue de l'industriel, était une relation très circonscrite à un projet ou à une action ou à une mesure, alors qu'il faut peut-être imaginer de nouveaux partenariats qui renvoient beaucoup plus à une thématique, à une manifestation d'intérêt, à une question qu'il nous faut traiter de façon peut-être pluripartenariale. Je vais donner 2 exemples. Sanofi, mais on a eu ces questions-là aussi avec l'Europol, nous interroge de dire comment se fait-il que les Hospices civils de Lyon ne nous garantissent pas une porte d'entrée unique pour la réalisation de protocoles de recherche clinique sur des essais vaccinaux? C'est très concret, essais vaccinaux liés à la Covid, mais pas seulement. Et en fait, on pourrait dire que c'est la moindre des choses que le 2e CHU de France, qui est dans la ville qui a développé un savoir-faire de la recherche sur les vaccins, propose une porte d'entrée unique pour réaliser des essais cliniques sur la vaccination. 2e exemple, on sait que l'un des enjeux majeurs sur la connaissance des virus, c'est son séquençage génomique. L'un des enjeux majeurs, c'est comment les Hospices civils de Lyon peuvent participer avec son environnement universitaire, avec son environnement industriel, avec des logiques de partenariat sur le développement de grandes plateformes de séquençage génomique de virus respiratoires, évidemment du SARS-CoV en priorité, et comment ce savoir-faire-là, avec toutes les bases de données que l'on peut mettre à disposition, pourra nourrir les projets industriels de demain, les projets de recherche de demain, et évidemment améliorer la connaissance et les prises en charge. Donc on met en évidence de nouveaux enjeux. Est-ce que c'est aussi ce que le constat que vous faites, Florence, qu'il y a de nouveaux enjeux que les partenaires de l'écosystème santé Auvergne-Rhône-Alpes doivent relever aujourd'hui? Et quel est votre rôle? Alors, effectivement, je pense que c'est de l'ordre du constat. Les enjeux, ils sont à la fois tout à fait nouveaux dans leur expression, mais effectivement, ils renvoient aussi à un certain nombre de sujets qui ont toujours été traités dans cet écosystème. Et avant de répondre à votre question, je veux juste rappeler que à l'origine de Lyon Biopôle, il y avait l'idée d'un certain nombre de partenaires industriels, académiques et politiques qu'il fallait constituer un bouclier sanitaire contre les maladies infectieuses. Ça, c'était en 2005, dans un moment où effectivement, collectivement, on avait plutôt le sentiment que la maladie infectieuse, c'était ailleurs dans le monde, que c'était ailleurs dans le temps. Et bon, voilà, je le souligne juste à ce moment-là parce que effectivement, aujourd'hui, il y a une très grande mobilisation qui se recristallise autour de ces sujets-là. Et la façon dont le pôle intervient est finalement une façon facilitante. Un pôle de compétitivité, ça doit être avant tout un lieu de rencontre qualifié, d'interaction et un rouage utile pour faciliter ce qu'évoquait Raymond Lemoyne à l'instant, c'est-à-dire la mise en synergie des acteurs pour prendre en compte des grands enjeux de santé publique, des grands enjeux industriels et des grands enjeux sociétaux. Et probablement la façon différente d'aborder ces sujets sera qu'aujourd'hui, on sait qu'on ne peut plus distinguer ces 3 aspects-là. Ils sont liés de façon intrinsèque et c'est sans doute ce que la pandémie a mis en lumière. Un certain nombre d'acteurs du domaine avaient conscience de ces éléments-là, mais je pense que ça a permis d'éclairer, si on peut tirer malgré tout quelque chose d'un peu positif de cette situation qui reste extrêmement difficile et extrêmement complexe, c'est que ça a éclairé finalement la place que les enjeux de santé publique ont dans une société, les conséquences en cascade qu'elles entraînent et pour répondre à tout cela, la nécessité de continuer à avoir des lieux d'interaction, des compétences différentes qui sont incarnées par les grands acteurs de l'écosystème, que sont les hospitaliers, les académiques, les grands industriels et toutes les petites entreprises innovantes qui sont aussi le fer de lance
de la façon de répondre opérationnellement avec l'émergence de nouvelles solutions. Donc notre façon de travailler, elle s'amplifie sur ces aspects de mise en synergie, mise en relation, mise en réseau, qualifié, interaction et projet, évidemment. Vincent Templard, cette crise, est-ce qu'elle n'a pas aussi finalement remis au cœur des préoccupations les enjeux que représentent les dispositifs médicaux ? Est-ce que ça a remis, je ne sais pas, je pense qu'il y avait quand même un sujet de préoccupation sur les technologies médicales. C'est un segment à part entière dans le domaine de la santé en définitive. On parle beaucoup effectivement historiquement du médicament, parfois considéré peut-être comme la partie noble, mais le dispositif médical parfois considéré comme un accessoire et quelque chose en définitive d'essentiel. Si on regarde sur les 20 dernières années, il y avait eu quand même de très fortes évolutions. Le fait même que Lyon Biopôle se soit ouvert aux technologies médicales est là aussi pour le démontrer. Il n'y a pas demain de processus de soins sans technologie médicale. On parle de plus en plus aussi de la e-santé, de la digital health. On parle de plus en plus de prévention, bien évidemment. Et l'ensemble des technologies médicales vont concourir demain à un processus de soins, un parcours de soins qui va évoluer et il en sera un contributeur. La stratégie industrielle, il y avait, avant même la pandémie, y compris au niveau gouvernemental, des réflexions sur la politique industrielle de la France en matière de technologie médicale. En février 2019, de mémoire, un rapport avait été publié à la demande de l'actuel ministre de l'économie, Bruno Le Maire, sur les réflexions stratégiques concernant la politique industrielle en matière de dispositifs médicaux. Donc c'était préexistant en définitive à la pandémie. En revanche, on sait que dans notre secteur des technologies médicales, c'est un secteur qui est composé à 95%, ce sont les chiffres du syndicat national des technologies médicales, le SNITEM, à 95% de PME. La moyenne du nombre de collaborateurs dans les entreprises de technologie médicale, c'est 24. Donc ce sont des entreprises qui sont en définitive des petites entreprises, effectivement, qui accompagnent ce processus de soins. Et il y a une vraie politique, effectivement, de soutien à cette filière-là qui doit être renforcée, accélérée, pour effectivement contribuer, y compris par des relocalisations, bien évidemment, industrielles, de permettre de soutenir les efforts, que ce soit aujourd'hui vis-à-vis de la pandémie, mais demain, que ce soit en termes de diagnostic, de prévention et de soins, car ce sont de plus en plus des dispositifs, des technologies qui deviennent essentielles et au cœur, effectivement, du parcours de soins. Merci. On arrive à la fin de cette première table ronde. Un dernier mot, Monsieur Raymond Lemoigne. Quel défi, vous le disiez tout à l'heure, hein, on n'est pas sorti de la crise encore. Quel défi reste-t-il finalement encore à adresser aujourd'hui de votre point de vue pour qu'on puisse en sortir à l'échelle des HCL et à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes? Je vais répondre à votre question juste pour rappeler quand même que notre pays, qui parfois est assez brocardé a quand même pris les décisions dans l'année que l'on vient écouler, que l'on croyait totalement impossible. La société a accepté de mettre sur la table un plan de revalorisation de la rémunération des professionnels de santé qu'on n'avait pas connu depuis 30 ans dans notre pays. Notre société a fait le choix de maintenir et de garantir le financement de tous les établissements de santé, y compris ceux qui, par construction, ont été mis à l'arrêt parce que leur activité ne pouvait plus fonctionner compte tenu de la priorité accordée à la filière des patients Covid. Et notre système d'assurance maladie a garanti la rémunération de tous ces opérateurs de santé, publics et privés. Le plan relance du gouvernement, France Relance, alors même si il a été un peu écorné par la deuxième vague, puis la troisième vague, il porte quand même des volumes financiers et un choix très puissant sur le plan de relance axé sur les industries de santé. On vient de signer un accord cadre, le gouvernement vient de signer un accord cadre avec le LEM que l'on croyait impossible, négocié en pleine situation de gestion de crise. Et
pour être un peu expert de ces questions, avec un changement complet de perspective par rapport à ce que l'on attendait habituellement sur une politique du médicament. Et on fera la même chose avec les dispositifs médicaux et les technologies médicales. Autrement dit, il se passe des choses. Et je rappelle qu'un système de santé, ce n'est pas uniquement des offreurs de santé, ce n'est pas uniquement les hôpitaux, ce n'est pas uniquement les professionnels de santé, c'est aussi le secteur de l'entreprise, c'est aussi l'industrie de la santé. Donc c'est lorsqu'on est capable d'embrasser la totalité de ce monde-là qu'on peut conduire une politique de santé. Et si la crise a accéléré cette prise de conscience, c'est tant mieux. Je vais répondre à votre question sur les enjeux pour demain. On a un petit peu traité la question de comment l'écosystème avait essayé de gérer la crise. Eh bien, il faut que l'écosystème nous aide aussi à gérer la sortie de crise. La sortie de crise est autrement plus redoutable en termes de rattrapage de l'activité qui a été arrêtée, en termes de rattrapage des programmes de recherche qui ont dû être arrêtés, en termes y compris d'essayer de gérer la perte de chance de personnes qui n'ont pas accédé dans des conditions normales au système de santé. Donc il faut non seulement gérer la crise, il faut gérer la sortie de crise, il faut gérer les nouveaux risques émergents, autrement dit, quels enseignements on tire de tout cela pour les nouvelles formes de risques épidémiques auxquels notre société doit se préparer. Et ce n'est plus un risque hypothétique, ce n'est plus une probabilité très faible. Et le dernier point, il faut toujours rappeler qu'une crise sanitaire, ce n'est pas uniquement une crise sanitaire, c'est aussi une crise économique et c'est une crise sociale. Et cette synthèse-là de ces trois qualifications de crise doivent continuellement nous interroger et évidemment encore plus renchérir le besoin de bousculer un petit peu les codes et rappeler que ce n'est pas parce qu'un hôpital est un établissement public qui ne peut pas travailler avec son écosystème industriel, ce n'est pas parce que l'hôpital est évidemment axé sur sa mission de soins qu'il n'est pas aussi un hôpital universitaire ouvert sur les stratégies d'amélioration des connaissances et des travaux de recherche. Merci beaucoup à tous les trois. Alors on a touché du doigt ensemble comment l'écosystème régional a pu faire face à cette pandémie. On a abordé rapidement le thème du Ségur, du plan de relance, de la relocalisation, de la prévention, de l'innovation, de l'e-santé et des nouveaux risques émergents. C'est tout à fait le programme de la journée. Donc merci à vous trois. Et puis nous allons pouvoir passer maintenant à la deuxième table ronde de la journée. Merci beaucoup.